Aujourd'hui, moi, je suis le plaisir d'être à tes côtés, Pierre-Yves, pour partager l'aventure Famille Slayer, puisque c'est toi qui es à l'origine de tout. C'est à cause de toi, tout ça. Tu nous as embarqués depuis très, très longtemps dans cette aventure. La première question que je voudrais te poser, Pierre-Yves, même si moi, je connais la réponse, je pense qu'il y en a plein qui ne la connaissent pas. Comment ça a commencé, tout ça? Alors moi, je voudrais déjà réinsister sur quelque chose. Oui, j'ai le triste privilège d'être le plus ancien de la bande, donc celui qui a le plus d'antériorité. Maintenant, cette aventure, non, je suis pas, et ça, je refuse toujours catégoriquement de dire que je suis l'initiateur, le fondateur ou je sais pas quoi. C'est complètement faux. Je suis le plus ancien et c'est avec Marie, avec Nathalie, avec d'autres, et c'est une aventure collective depuis le début, tout ce club. Maintenant, en amont de tout ça, effectivement, comme l'a dit Marie, comment ça a commencé? C'est une jolie histoire, hein, ça fait un peu Il était une fois, mais je vous assure que c'est vrai, c'est que ça a commencé sur le toit du monde, ça a commencé au Tibet. Moi, je viens d'un milieu qui est très patriarcal, j'ai aucune connaissance et culture de l'égalité au début. Je travaillais dans la finance, mais j'ai toujours eu quelque chose qui m'a démangé, c'était le voyage. Et je partais plusieurs mois par an, au départ en tant que touriste et puis après en tant qu'amateur un peu averti. Et j'allais principalement au Tibet et je me consacrais sur un seul sujet qui était l'occupation chinoise du Tibet depuis les années 50. Je travaillais sur l'occupation dans toutes ses composantes et très franchement, très honnêtement, la place des femmes dans cette occupation, c'était pas quelque chose. Enfin, voilà, le mec moyen parmi les mecs moyens sur ces questions-là. Et, euh, et mes premiers reportages ne tiennent pas compte du tout de ça. Euh, et je me rappelle bien le début parce que je peux le dater. C'était le 10 mars 1997. J'étais à Dharamsala, donc la capitale du Tibet en exil, en Inde. Et il y avait la grande manifestation annuelle pour la survie du peuple tibétain, qui rassemble à peu près toute la communauté qui défile dans la rue. Et là, je vois passer un groupe de moines qui n'étaient pas vraiment des moines, mais qui étaient plutôt des nonnes, des religieuses. Et j'en avais déjà croisé, je n'avais jamais fait gaffe. Je me dis, tiens, ils sont ensemble, et puis avec des panneaux assez revendicatifs. Et je vais les rencontrer. Et en fait, il s'avère que ce groupe, c'était d'anciennes prisonnières politiques. Il y avait beaucoup de jeunes femmes au milieu. Quand je vous dis jeunes, c'était du 18-25 ans, vraiment. Et qui, pour nombre d'entre elles, sortaient de prison, avaient fait 2-3 ans de prison au Tibet et avaient fui leur pays parce que c'était invivable de rester sur place. Et je commence à les écouter. Et à chaque fois que j'en écoute une, j'ai un peu la bouche qui tombe en me disant waouh, mais qui c'est cette géante, quoi. C'était incroyable de force, de détermination, de compassion aussi, mais dans le sens aller de l'avant par rapport à ce qu'elles avaient vécu, de distance aussi par rapport à ce qu'elles avaient vécu. C'était assez étonnant. Et je me suis dit, je vais aller faire un reportage sur ces religieuses tibétaines. Très honnêtement, avec le recul, c'était dans l'optique bon sujet, je vais me faire quelques piges, un peu d'argent. Voilà, je trouvais le sujet intéressant, mais je n'étais pas non plus accroché au plafond, même si chaque rencontre m'épatait vraiment. Et puis il s'avère que en commençant, j'ai croqué la pomme ce jour-là, et ce reportage de 15 jours, il a duré 3 ans et demi. Et pendant 3 ans et demi, j'ai sillonné principalement les couvents du Tibet, mais aussi de la communauté en exil en Inde, au Népal. Je crois que j'avais fait 55 couvents à peu près au Tibet. Alors c'est assez drôle parce qu'il y a pas mal de ces enceintes qui sont pas interdites aux hommes, mais enfin on y va avec des limites, quoi. J'ai plein d'histoires rigolotes à raconter là-dessus aussi. Et puis avec ces rencontres toujours individuelles, mais qui font une grande histoire collective. Et je me suis rendu compte de quelque chose, en fait, en les écoutant parler, c'est que d'abord, les religieuses, c'est un peu les dernières des dernières dans la société tibétaine. On a tout un tas de mythes par rapport à cette société, le bouddhisme, l'égalité, machin chouette. Non, c'est super patriarcal. Les Tibétains, c'est des vrais Gaulois qui n'arrêtent pas de se taper dessus. C'est vraiment très dur et les conditions de vie des femmes sont pas simples. Euh, et en fait, dans cette société, vous avez tout en haut les hommes, les moines, dessous les hommes,
puis les femmes, et tout en bas, les religieuses. Grosso modo, elles sont prises un peu pour des crétines immariables, pour être poli, que les familles mettent dans les couvents parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire. En tout cas, c'est l'idée qui se propage. La réalité, elle est plus complexe, c'est qu'il y a énormément de jeunes femmes religieuses qui demandent elles-mêmes à aller au couvent parce qu'elles n'ont pas du tout, mais alors pas du tout envie d'avoir les mêmes conditions de vie que leur mère. Elles n'ont pas envie de se faire taper dessus à la maison, elles n'ont pas envie de tout ça. C'est vraiment quelque chose qui ressort très vite. Et ces dernières des dernières, à qui on n'offre pas d'éducation, concrètement à l'époque en tout cas, c'est-à-dire alors que le bouddhisme tibétain est beaucoup basé sur l'éducation, sur la transmission, bah elles n'ont accès à rien. J'ai vu des nonnes qui ne savaient même pas lire, ce qui est complètement aberrant dans le bouddhisme tibétain, et qui étaient même quasiment les esclaves de certains moines. Et je vous assure que je pèse mes mots. Et donc, ces dernières des dernières, donc rejetées par tout le monde, dont tout le monde se marre, bah, c'est elles qui ont tenu la baraque de la résistance dans les années 90. Alors, c'est un espace-temps qui est limité. Elles l'ont fait parce qu'au début des années fin des années 80, début 90, vous avez une grosse chape de plomb des autorités chinoises qui s'abat sur les monastères. Les moines ne peuvent pas plus bouger un petit doigt. Il y a des caméras espions, il y a des espions qui sont infiltrés, campagne de rééducation massive, etc., etc. Emprisonnement massif aussi, bien sûr. Et par contre, du coup, bah, comme personne ne s'occupe des nonnes parce que c'est un peu les gnangnans de service, eh ben, elles vont s'engouffrer, elles vont mettre le pied dans la porte et pendant plusieurs années, c'est elles qui vont vraiment tenir l'essentiel de la résistance. À la fin des années 90, vous avez un pourcentage de religieuses en prison qui ne correspond pas du tout à ce qu'on trouve dans la société quand on regarde le Tibet vu d'en haut. Vous avez beaucoup, beaucoup de nonnes et notamment beaucoup de jeunes femmes. Et elles vont tenir cette résistance pendant une petite dizaine d'années, on va dire, où elles vont être vraiment en première ligne, collectivement. Alors, quand je dis résistance, il faut bien comprendre ce que je veux dire. Aller manifester à Lhasa pour la capitale du Tibet, pour la liberté de son pays, c'est vous êtes 2-3, vous sortez dans la rue, vous sortez un drapeau d'un coup, vous criez Vive le Dalai Lama, Tibet libre, etc. Ça dure moins de 50 secondes. En 50 secondes, ils sont sur vous, ils vous tabassent devant tout le monde et après, c'est parti pour 6 mois de prison avec torture pendant C'est parti pour 3 ans de prison, pardon, à l'époque, avec torture quotidienne pendant les 6 premiers mois. Et c'était souvent des jeunes femmes qui faisaient ça. Je vous dis, c'était un créneau 15 ans, 25 ans. Et qui ont multiplié ces manifestations tout le temps. Et c'était très important pour la population parce que le téléphone arabe fonctionne extrêmement bien au Tibet. Et quand il y avait une manif, eh ben, ça se propageait dans toute la population. Et c'est elles qui ont vraiment tenu le souffle de cet espoir, en fait, pendant une dizaine d'années. Il y a des personnages qui ont émergé aussi pendant cette période. Je vais vous partager avec vous, comme la maison ne recule jamais devant les effets spéciaux, je vais vous partager avec vous mon écran. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est bon? Ouais. Donc, voilà les personnages. Celle que vous avez en photo, par exemple, s'appelle Lobsang Dolma, que j'avais rencontré en exil et qui m'avait renvoyé dans son couvent au Tibet. Et j'ai eu notamment la chance, le privilège de passer une soirée avec 3 jeunes femmes qui, le lendemain, partaient manifester. Je vous avoue que c'est un des très grands souvenirs de ma vie. Elles avaient 15, 18 et 25 ans. Et le lendemain, elles partaient, elles allaient manifester. Elles savaient tout ce qu'elles allaient vivre. Elles savaient tout ce qu'elles allaient subir. Mais elles avaient la trouille, vraiment peur. Elles n'arrêtaient pas de se tenir les mains. Il y avait plein de petits gestes comme ça. Mais elles souriaient. Bizarrement, on a ri aussi ce soir-là. Elles étaient d'une détermination, mais rien ne pouvait les arrêter. Et le lendemain, elles sont parties manifester. Elles ont été arrêtées. Je les ai retrouvées 3 ans plus tard. Donc, il y a Lobsang Dolma. Puis, je vous parlais de personnages. Et notamment, il y a elle qui a été surnommée la Jeanne d'Arc tibétaine, alors surtout dans la presse française évidemment, qui est une fille complètement dingue. En fait, je l'ai retrouvée, la photo que vous avez à l'écran là, c'est à sa sortie de prison, je vais vous expliquer pourquoi, et la photo avant, c'est avant sa rentrée en prison, sur la droite. Elle s'appelle Nawang Sanjul et elle a été arrêtée pour la première fois, elle avait 9 ans pour une manifestation.
elle est allée se jeter sur un espèce de soldat, de général chinois pendant l'équivalent d'un 14 juillet, si vous voulez, un défilé, en criant Tibet libre. Bon, là, elle s'est pris quelques taloches, elle est restée quelques jours en détention, puis ils l'ont libérée, elle est retournée dans son couvent. Elle a recommencé avec des copines à 13 ans, un peu le même scénario. Là, elle a été en détention plusieurs mois, elle a déjà été torturée à ce moment-là, et ils l'ont relâchée. Et elle a recommencé avec d'autres copines à 15 ans. Et là, elle a pris la peine standard, c'est-à-dire les 3 ans de détention. Et ce tout petit bout de femme, enfin, elle est toute petite, c'est celle elle parle tout doucement, c'est vraiment celle qu'on ne regarde pas. Et ben, dès qu'elle a été mise en prison, ça a été quasiment la grande chef de tous les prisonniers politiques tibétains, y compris les vieux qui avaient fait la guerre dans les années 50-60. 50 surtout. Et elle a organisé 9 révoltes des prisonniers. Alors 9 révoltes pacifiques, hein, ce n'est pas du tout au sens où nous, on peut imaginer une révolte de prisonniers, mais c'est par exemple quand vous avez un émissaire du Parlement européen qui venait visiter la prison de Lhasa au Tibet pour dire que bien évidemment les conditions de détention des Tibétains respectent les normes internationales, bah, tout va bien. Au moment où le gars passait dans la cour, elle claquait du doigt, elle avait tout prévu et tout le monde se mettait à chanter l'hymne. C'est ce genre de choses. Nawang Sandel a eu 9 révisions de procès et le principal fait de guerre, ça a été avec 13 copines. Elles ont réussi à faire rentrer un magnétophone dans la prison. Elles ont composé et enregistré des chants pour la liberté de leur pays. Et elles ont réussi surtout à faire sortir cette cassette qui a été diffusée dans le monde entier. Donc 9 révisions de procès, sa peine initiale de 3 ans est passée à 22 ans de prison à un moment donné. Et il y a eu beaucoup de pression, notamment américaine, pour sa libération. Et finalement, elle a été libérée début des années 2000, en 2002. Et là, la photo que vous avez, c'est en 2003, où elle était de passage en France. On a eu la chance de la rencontrer. Je me rappelle bien de ce jour-là parce que le président de la République avait refusé de la recevoir, contrairement à ce qui se passait dans d'autres pays. Et c'était une toute jeune femme. Elle a été emprisonnée à 15 ans. Là, sur cette photo, elle a 25 ans, 26 ans. Et déjà, elle était très atteinte. Elle a passé plus d'1 an comment on appelle ça, vous savez, les cellules. Merci Roselyne. En confinement, merci, oui, d'accord, mais il y a bref, j'ai perdu le nom des cellules comme pour les prisonniers très, très enquiquinants. On les met dans ces cellules. Je vous laisse imaginer à quoi ça ressemble à 4000 mètres d'altitude dans une prison chinoise. Donc, quelqu'un de très affaibli. Isolement, merci. Très, très affaibli, mais par contre, qui a gardé cette détermination, etc. Et aujourd'hui, Nawang Sandel, elle vit aux États-Unis, elle est mariée, elle a des enfants. Et elle continue bien évidemment à parler de ce qui se passe dans son pays. Donc voilà comment ça a commencé avec ces nonnes tibétaines jusqu'à 2001. Et puis en 2001, comment vous expliquer ça? J'ai eu la mauvaise idée d'aller faire un reportage sur la prostitution à Lhasa, qui galopait de partout pour aller un peu condamner ça, avec une opération un peu tête brûlée avec quelques copains et copines tibétaines. Et suite à ça, parce que ça a été diffusé dans le monde entier, quelques petits problèmes de sécurité. Voilà, et la sécurité, notamment pour ses copains et copines tibétaines, n'était pas assurée. Et je ne pouvais plus y aller. Et puis très franchement et objectivement, ça devenait un peu pathologique. 3 ans et demi sur un sujet, j'avais vraiment fait le tour de la question. Donc voilà comment ça a commencé en fait. Là pour cette longue réponse. Alors, c'est vrai que nous, on a pensé te perdre longtemps. De nombreuses fois, on s'est dit, il ne reviendra jamais. Finalement, tu es revenu, mais tu es revenu avec une idée, avec un projet qui commençait à émerger. C'est de se dire, finalement, toutes celles que j'ai rencontrées là-bas, est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs? Et comment faire pour les mettre en lumière? Pourquoi je ne les connais pas? Oui, moi, j'avais… Alors, si je suis honnête, hein, vraiment, il y a un autre truc que je voudrais partager, c'est que c'était devenu ma came, moi. C'est-à-dire ces rencontres avec ces femmes d'exception, inconnues, multiplier les rencontres, c'était chaque matin, je me levais pour ça, quoi. C'était vraiment… et quand je rentrais en France, oui, je faisais mon travail de reporter, c'est-à-dire je construisais mes reportages, tout ça, mais j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner pour les revoir, quoi, vraiment. D'autre part,
il y a ce que tu dis, c'est-à-dire, effectivement, c'est à ce moment-là que j'ai compris et que j'ai vu qu'il y avait un problème avec ces reportages-là sur comment l'information, comment la presse d'information parle des femmes, ou plutôt n'en parle pas. C'est-à-dire que très souvent, moi j'ai vécu des choses, c'est-à-dire que ces reportages, même sur le Tibet au départ, quand je les passais à des magazines, c'était parfois coupé au montage avec ce qui intéressait la presse et ce qui était publié. C'est-à-dire j'envoyais un texte complet et le texte était tronqué et on gardait le focus sur ce qu'elles avaient subi, sur les tortures qu'elles avaient subies. Je me rappelle même de rédactions qui me rappelaient, qui me disaient vous êtes sûr qu'elles n'ont pas été violées? Voilà, enfin, c'était ce genre de choses. Et l'article était complètement tronqué, c'est-à-dire ce qui était publié, c'était ce qu'elles avaient subi. On oubliait leur force et tout ce qu'elles avaient fait, avant, après. La puissance de ces femmes n'était pas là, quoi, en fait. Alors que c'est des warriors incroyables, quoi. Enfin, elles sont extraordinaires de puissance. Et tout ça, c'était pas là. Donc, voir ça et puis se dire, il y a un souci dans la façon dont on a cette information. Et effectivement, je suis allé voir à ce moment-là le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation à Lyon, avec lequel j'avais déjà travaillé. Et j'ai proposé à la directrice qu'on se lance ensemble. C'était très important pour moi d'avoir un binôme historien-journaliste et d'avoir, on se lançait ensemble dans un projet contemporain, puisque le Centre d'histoire en met en avant souvent, centré sur les femmes en lutte, femmes en résistance dans le monde d'aujourd'hui. Cette directrice, qui, avec le recul, elle n'a pas manqué d'air à l'époque en disant bingo, on y va. Et on est parti sur un projet en se disant écoute, on est en 2001 et tu nous ramènes une vingtaine de reportages pour 2006 et on fait une grande expo. J'ai dit allez hop, on y va, c'est parti comme ça. Et ce qui m'a amené à faire ces reportages dans une vingtaine, puis pour avoir continué après la première exposition, une trentaine de pays en tout, présentant des femmes en lutte, des femmes en résistance, des femmes en action, peu importe le terme, mais des femmes magnifiques, ça c'est sûr, et extrêmement enrichissante, quoi. Voilà. Et cette expo a été présentée pour la première fois en 2006 au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Et dans le même temps, la décision d'arrêter de travailler avec la presse. C'est-à-dire que mes reportages sur le Tibet ont été publiés dans pas mal de pays. J'ai eu 2-3 reportages derrière qui ont encore été publiés jusqu'à, je dirais, 2004 à peu près. Et puis après, j'ai arrêté j'étais un reporter qui partait, qui faisait des reportages et qui ne les proposait pas à la presse en rentrant. Parce qu'on avait décidé de les diffuser uniquement via le canal des expositions, parce que c'était le seul moyen qu'on avait trouvé à l'époque. Je ne dis pas que ça n'a pas changé, je n'en sais rien. Mais à l'époque, on était sûr que les histoires allaient être présentées dans l'intégralité et compte tenu de ce qu'on voulait transmettre. C'est-à-dire à la fois ce qu'elles avaient subi, mais surtout ce qu'elles avaient fait. Donc, au travers des expositions, donc c'est pour ça que l'association a été créée en 2003 pour porter ce projet avec toi. Et également, tu as publié quelques bouquins sur des histoires au Tibet. Donc, et puis, il y a l'exposition aussi Femmes en résistance qui est disponible pas en intégralité, mais en une grande partie dans un livre qui s'appelle Femmes en résistance. Je ne suis pas sûre qu'on en a encore beaucoup, mais quelqu'un l'autre jour m'a dit, oui, Corinne, voilà, exactement, c'est ça. Quelqu'un m'a dit qu'il était en vente encore sur la FNAC ou je ne sais pas quoi. Et c'est vraiment, c'est vraiment tout le fond du travail. Pierre-Yves, moi, je te connais par cœur depuis le temps qu'on travaille ensemble. Tu es quelqu'un d'organisé, de précis, de méticuleux. Comment tu as choisi le premier pays? Pourquoi ce pays-là? En fait, on a travaillé avec le centre d'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils m'ont dit oui, j'ai dit OK, je reviens dans quelques mois. Alors, il faut que à l'époque, la puissance d'Internet, tout ça, c'est pas ça. Hein. Donc, ça se passe beaucoup dans les bibliothèques, voilà, mais avec un gros boulot de recherche à droite, à gauche, en fait. Et ce travail, au début, je me suis dit, ça va être long, ça va être lourd. En fait, très franchement, non, c'était super fastoche. Et puis, d'aller identifier des mouvements portés par des femmes dans le monde, c'était super facile. Et notamment, la grande facilité, c'est un truc que m'avaient appris les non-tibétaines, en fait, enfin, dans ce travail, c'est que dès que vous avez un reportage où il y a écrit victime, 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 en général, derrière, vous avez les résistantes. Donc, c'était assez simple. Et il y a beaucoup de travaux comme ça qu'on a identifiés où la seule chose qui avait été relatée par la presse, c'était des femmes subissent ceci ou cela.
Et on est parti de 2 lignes. Il y a des reportages entiers qui ont été montés, qui partaient de une page entière sur ce qu'elle subissait et une ligne qui mentionnait un collectif qui s'était créé, mais vraiment à la fin. Et il y a beaucoup de reportages entiers où, en fait, moi, toute l'histoire, j'en ai écrit 50 pages sur cette ligne. Donc, on a fait une liste. Donc, cette recherche, elle a été beaucoup plus facile que prévu avec cette petite clé d'entrée. Et je me rappelle, on avait 203 sujets identifiés en quelques mois que je suis allé poser sur la table au centre d'histoire. Et on a choisi ensemble en fait un certain nombre de pistes avec une volonté d'équilibre géographique, d'équilibre de culture, d'équilibre de thématique, ce sur quoi les femmes, en l'occurrence de ces pays, se battent, ce pourquoi elles luttent. On voulait qu'à peu près tous les continents soient présents, les cultures, aborder des contextes différents aussi, on parle de différences culturelles aussi. Et puis tout en se disant dès le début qu'il allait avoir une logique d'actualité, c'est-à-dire que probablement dans le cours du projet, l'actualité allait malheureusement quelque part, ou heureusement si on se met du côté de la lutte qui est engagée, allait nous rattraper. Donc une fois qu'on a posé ça, avec le centre d'histoire, on a isolé une trentaine de sujets et j'avais carte blanche en fait, et c'est assez génial de travailler comme ça pour cette trentaine de sujets, et carte blanche aussi pour les rappeler en leur disant « Oh, oh, est-ce que vous avez vu ce qui se passe en ce moment? Oui, tu as raison, il faut y aller, pouf », et c'était parti. Après, comment ça s'est passé? Ça s'est passé, le premier sujet, je ne me rappelle plus. Moi, je sais que moi, j'avais la volonté depuis très longtemps de travailler. Il y avait un pays où je ne comprenais rien, c'était Israël-Palestine. Voilà. Une zone où je ne comprenais rien, je suis arrivé dans tous les sens, etc. Donc, je suis parti en 2001. Le premier pays que j'ai fait, c'était de partir en Israël pour essayer de comprendre un peu plus. Et j'y suis retourné 2 fois par la suite, avec la volonté de travailler avec les unes et les autres, bien évidemment, parce que ça me semblait incontournable dans ce mouvement-là. Et puis après, ça a été souvent l'actualité quand même, Marie, qui m'a guidé, avec des conflits qui sont nés, des conflits qui se sont arrêtés, des situations qui ont émergé et qui m'ont amené parfois à partir sur des terrains en moins de 48 heures, quoi, en fait, liés à l'actualité, même si ce n'est pas ma façon première de travailler, parce que moi, je suis assez laborieux comme mec et j'aime bien bosser les sujets avant, quoi. Au maximum de ce qui est possible, de préparer et d'arriver avec l'impression d'être en terre moins inconnue, sachant qu'elle est toujours inconnue, et c'est ça qui est génial dans ce métier, quoi, en fait. Donc aussi, et puis d'arriver sur des terrains divers. Voilà, donc pas vraiment de logique. Tu as parlé de rigueur tout à l'heure, ouais, je suis peut-être un peu rigoureux, mais là, faut laisser tomber les masques souvent et y aller un peu comme ça de temps en temps, quoi. Évidemment, et dans ton travail, on ressent aussi beaucoup l'intuition et l'émotion, surtout que tu as pu ressentir là-bas. Avant de te donner la parole pour que tu nous parles vraiment de quelques-uns de tes reportages, je voudrais juste que tu fasses le lien pour que Virginie, qui pose la question, pourquoi les femmes, il y a aussi des hommes qui sont en résistance, faire le lien avec ce que tu racontes au début et justement la représentation des femmes et des hommes dans l'info et pourquoi justement Femmes ici ailleurs, c'est ça l'objectif et c'est ça le début de tout. Alors, bien évidemment, il y a des hommes qui sont en résistance, hein, ça c'est clair, et depuis toujours, évidemment. Pourquoi les femmes? Pour 2 raisons. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une raison très personnelle et que je ne sais même pas expliquer, il faudrait que j'en parle à mon psy, peut-être, j'en sais rien du tout, mais moi j'ai été épaté par ces rencontres et il y a un côté sensibilité personnelle qui m'a emmené sur ce terrain-là. Et la deuxième, qui par contre est extrêmement construite aujourd'hui dans ma tête, elle ne l'était pas obligatoirement au début, mais extrêmement claire, c'est que les hommes en résistance, ils sont de partout. Ils sont de partout dans l'actu, ils sont de partout dans les livres d'histoire, ils sont de partout de partout. Ça ne veut pas dire que tous les hommes en résistance ont droit au chapitre, mais ça veut dire que, globalement, l'essentiel de ceux qui ont droit au chapitre sont des hommes. Et que quand vous prenez un livre d'histoire, par exemple, si on se met avec un peu de recul, prenez un bouquin d'histoire de vos enfants,
c'est absolument génial. Mesdames, vous n'étiez pas là pendant des siècles, en fait. On a fait ça tout seul. Ça n'a juste aucun sens. C'est toute une partie de l'histoire de l'humanité qui n'est pas là. Et Muriel en parle très bien. Enfin, voilà, il y a à la fois il y a une dimension qui s'explique dans des contextes différents. Et puis, il y a également une volonté inconsciente d'effacement de rôles secondaires qui n'a pas de sens, encore une fois, et qui est fausse. Qui est fausse par rapport à l'histoire, qui est fausse par rapport au présent. Donc, cette volonté, si vous voulez, d'aller se focaliser sur les femmes, et notamment les femmes agissantes, et pas seulement ce qu'elles touchent, ce qu'elles subissent, pardon, c'était vraiment modestement, hein, je veux pas, voilà, c'est d'équilibrer les choses encore aujourd'hui. Et par exemple, sur la presse, je ne vais pas vous bassiner avec des chiffres, hein, mais tout ça, c'est mesuré, on le sait, et c'est ce qui nous a amené à créer le magazine Femmes ici ailleurs. Dans 80% des cas, quand les sujets ne sont pas neutres, le sujet de l'information, ce sont des hommes. Et quand une femme est sujet de l'information, dans plus de la moitié des cas, elle est représentée soit dans des rôles dits féminins, la maman, l'épouse, la fashionista, etc., soit en tant que victime. Donc voilà, et on a, si on enlève les femmes politiques, on a moins de 5% de l'info que nous recevons, tous médias confondus, qui parlent de femmes en mouvement. Donc c'est 10 fois plus pour les mecs. Hein. Donc voilà, il y a un truc qui ne va pas. Mais reprenez les bouquins d'histoire, vous allez voir, il y a la moitié de l'histoire, on ne l'a pas en fait. Et c'est pareil pour le contemporain. Et ça veut dire qu'il faut travailler ces questions-là. Donc, c'était la logique de se lancer là-dedans aussi. Et c'est pour ça notamment que le Centre d'Histoire avait été d'accord sur ce projet, parce qu'en disant, bah, tu as raison, en fait, on se rend compte que 90% des expos qu'on fait ne parlent que de mecs. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas formidables, ça veut pas dire, c'est pas contre, hein, du tout. Hein. Puis ça m'arrange un peu, mais c'est plutôt, voilà, enfin, d'équilibrer les choses. Et puis, d'équilibrer, puis, enfin, moi, je m'emballe, hein, je suis désolé, mais il y a en fait, quelque part, moi, en tant que mec, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas accès à ça aussi, quoi. J'ai l'impression, moi, mon ressenti profond, c'est qu'on m'a privé de la moitié de l'histoire, on me prive de la moitié de l'information, qu'on me prive de quelque chose. Je m'enrichis moins à cause de ces stéréotypes. Ce n'est pas une volonté de cacher, obligatoirement réfléchie, d'aller cacher l'histoire des femmes, le présent des femmes, etc. Ce n'est pas ça. Mais la conséquence des stéréotypes amène à ça, et du coup, on est moins riche. Et moi, je n'ai pas envie d'être pauvre, hein. Je ne sais pas vous, mais j'ai plutôt envie qu'on m'enrichisse, quoi. Donc, c'était Pas en termes d'enrichissement personnel. Je pense qu'on peut programmer un truc sur les stéréotypes, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, Pierre-Yves, on avait envie que tu nous parles de tes rencontres, de quelques rencontres. On ne va pas pouvoir tout aborder. Hein. Famille, c'est ailleurs, c'est beaucoup trop large. Par contre, je crois que tout le monde a envie un peu de voyager. Tu as envie de nous parler de qui aujourd'hui? Dans tes grandes rencontres, elles sont toutes grandes évidemment, et on ne va pas pouvoir toutes les raconter, mais… Ouais, et Marie, si elle dit ça, c'est qu'elle sait que je suis un grand bavard, parce que je veux juste partager avec vous que j'ai beaucoup accompagné de visites dans le cadre des expositions. Et je me rappelle une des premières visites de l'exposition Femmes en résistance que j'ai fait au Centre d'Histoire. Elle a duré plus de 3 heures, parce que j'arrêtais pas en fait. Donc, je ne vais pas vous infliger ça aujourd'hui, rassurez-vous. Mais juste quelques-unes que je vais partager. Alors, je l'ai dit, je vais vous mettre une image à l'écran. J'ai eu la chance dans ce projet qui avait été mené avec le Centre d'Histoire d'avoir comme marraine Lucie Aubrac, d'avoir comme marraine Marie-Jo Chambardelot et Taslima Nasrine aussi, et qu'on retrouve d'ailleurs dans le bouquin pour 2 d'entre elles, puisque Lucie était décédée avant. Et ben, vous parlez d'abord peut-être de Marie-Jo. Donc voilà, je vais juste vous montrer à quoi cette femme magnifique ressemble. Et je vais arrêter le… Tac. Marie-Jo, en fait, c'est une… Comment dire? Elle est née en Bretagne en 1923. Et c'est une lycéenne au début de l'occupation. Et dès le début de l'occupation, c'est une ado en fait qui est un peu énervée et qui va avec ses copines quasiment faire des tags en fait sur les murs de la ville avec des croix de Lorraine, etc., etc. Et puis elle s'engage très vite dans la résistance, la vraie, et dès le début, hein. Dès 40, elle est dedans.
Et en fait, elle sera agente de liaison, comme de nombreuses femmes. Et elle, comme elle est en Bretagne, elle habite sur l'île de Bréa. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Elle va sillonner la Bretagne sur son vélo avec les plans des défenses allemandes cachés dans son guidon, dans sa culotte, dans machin. Elle a plein d'histoires super drôles à raconter quand elle était arrêtée par les Allemands qui la contrôlaient. Elle va aider également des soldats britanniques à atteindre les ports et les bateaux des pêcheurs français qui les ramènent chez eux. Donc, elle va être très, très active pendant plusieurs années. Elle sera dénoncée en 1942, arrêtée, condamnée à mort. Elle a donc à l'époque que 19 ans et sa peine sera commuée. Elle était Nacht und Nebel. Sa peine sera commuée, elle sera déportée à Ravensbrück. Ce camp, il est très important. Je parlais d'histoire tout à l'heure. Moi, c'est un de mes gros énervements. Il y en a plein, hein, mais ça, c'est un de mes énervements. C'est que ce camp n'est pas une place majeure dans nos bouquins d'histoire. C'est le camp où étaient rassemblées toutes les résistantes de toute l'Europe. Aujourd'hui, ce camp, il y a eu un projet il n'y a pas longtemps pour le détruire, quasiment pour faire, je ne veux pas dire un centre commercial, mais pas loin, quoi. Donc voilà, on perd la mémoire de ça aujourd'hui. Et les femmes étaient de toute l'Europe rassemblées là-bas. Et Marie-Jo, qui avait donc 19 ans en arrivant sur place, qui a été déportée avec plusieurs. Enfin, il y avait Germaine Tillon, c'était toute la bande, en fait, hein, de femmes extraordinaires. Et cette toute jeune femme, elle avait comme rôle là-bas de s'occuper des bébés, des naissances. Puisqu'il y a, on n'en parle pas beaucoup, mais nombre de résistantes ont été déportées, alors qu'elles étaient enceintes et ont accouché sur place. Il y a des centaines d'enfants qui sont nés à Ravensbrück. Je crois qu'il y en a seulement une trentaine qui ont survécu, puisque les conditions étaient évidemment atroces. Et Marie-Jo était en charge de ça, c'est-à-dire à faire en sorte que les quelques jours ou quelques semaines de vie de ces enfants soient le moins douloureux possible et à sauver ces enfants-là. Et la trentaine quasiment d'enfants qui ont été sauvés, c'est grâce à elle. Alors, c'était de l'ingéniosité, comment on fait des tétines, voilà, toutes ces choses-là. Et tous les jours, elle envoyait partir. Mais voilà, avoir 20 ans et vivre cette horreur-là et tous les jours, il retournait pour aider les enfants parce que peut-être quelques-uns vont s'en sortir, etc. Elle a fait ça des années et elle en parle magnifiquement. Quand elle est sortie, elle s'est engagée très vite. Alors des engagements Ligue des droits de l'homme, qui j'espère un jour changera de nom. Elle a beaucoup agi notamment contre le moment de la guerre d'Algérie. Et je vous rappelle que ma génération, nous, on a entendu juste parler des événements d'Algérie dans nos livres d'histoire. Donc la guerre d'indépendance de l'Algérie, elle s'est beaucoup engagée là-dessus contre la torture qui était faite, mais à l'époque de la guerre. C'est quelqu'un qui a repris des études, qui travaille au CNRS et qui a participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'enfant également. Marie-Jo est la 10e femme que je suis sûr que la plupart d'entre vous n'avaient jamais entendu parler d'elle. C'est la 10e femme Grand Croix de la Légion d'honneur, avant Simone Veil. Et on a tanné un peu le président, c'était Hollande qui l'a décoré pour que ça se fasse. Mais ça a mis du temps avant que ça leur monte jusqu'aux oreilles, mais finalement, ils lui ont octroyé ce titre. Et c'est quelqu'un qui, en outre, a passé toute sa vie à être en première ligne contre l'extrême droite, évidemment, à aller sensibiliser dans les lycées, les plus jeunes, les plus anciens, etc. Elle est présidente de la Fondation de la mémoire de la déportation. Et pour elle, cette présidence, c'est une présidence qui est contemporaine, actuelle, c'est-à-dire partager le passé pour pas qu'il se reproduise. Et là, je sais que c'est des plus jamais ça, machin, tout ça, c'est des jolies phrases qu'on voit dans toutes les manifs. Elle l'a conjugué toute sa vie. En allant au contact des plus jeunes, etc. Et elle a 97 ans aujourd'hui. Elle a écrit un bouquin qui est absolument magnifique il y a 2-3 ans. Je vous invite à le lire. Bon, je suis pas objectif sur elle, hein, j'avoue. Je suis fan absolu. Je l'aime profondément et sa vie est une leçon exceptionnelle de force, de puissance. Et elle n'arrête pas d'alerter, notamment sur cette remontée des idées à la Zemmour, à la Le Pen, à la tout ça, qu'elle voit depuis des années. Parce que le lien, pour elle, il est évident.
évident, évident, évident. Donc, c'est quelqu'un de très actif. Donc voilà, Marie-Jo Chambardelot, et vous avez bien compris que je ne suis pas du tout objectif. La deuxième personne à qui je pense, c'est vous emmener, là on va voyager un peu, c'est au Pérou, et avec cette femme à droite qui s'appelle Hilaria Supawaman. Alors je vais raconter rapidement l'histoire, mais entre 1995 et 2000, le Pérou, on est dans une zone où l'Église catholique joue un très grand rôle. Et dans toutes ces, il y a une grosse problématique en Amérique latine, comme dans d'autres pays, mais notamment en Amérique latine, qui est la question des droits sexuels et reproductifs des femmes. Et notamment l'accès à l'avortement, à la contraception d'abord, puis à l'avortement. Il n'y a aucune politique de planning familial digne de ce nom au Pérou. Et concrètement, c'est bien joli, hein, les discussions entre les évêques et les ministres, mais concrètement sur le terrain, aucun contrôle de la natalité, beaucoup trop d'enfants, et notamment dans les villages. La croissance démographique est tellement soutenue qu'ils n'arrivent pas à suivre au quotidien, quoi, tout simplement, en termes d'infrastructures, d'écoles, d'hôpitaux, de tout ce que vous voulez, quoi. Ça va trop vite. Et donc le président, qui est à l'époque Fujimori, qui est une ordure de premier plan, en 95, a la super idée de lancer un programme, alors j'ai perdu la terminologie, anticonception volontaire, je ne sais plus quoi, bref, un grand programme de stérilisation massive. Et ce programme a touché plus de 300 000 femmes, 331 604, je crois exactement, entre 1995 et 2000. Et Hilaria, que vous avez là, n'a pas été victime de ce… Elle a une histoire qui est très compliquée, mais elle n'a pas été victime, elle, de ce processus. Par contre, vous voyez la photo en bas à gauche, par exemple, quand on allait sur les marchés dans les villages, on est au-dessus de Cusco, là, dans les Andes, parce que ce processus a principalement touché les populations autochtones, les Quechua et les Aymara. Quand on était sur ces marchés, vous aviez quasiment une femme sur deux qui avait été stérilisée, quoi, en fait. Et de façon forcée. Quand je dis de façon forcée, c'était soit menace sur les fonctionnaires, si ta femme n'y passe pas, elle va perdre son boulot. Les agriculteurs, si ta femme n'y va pas, tu vas perdre ta terre. Il y a même eu des flingues sur la tête, quoi. Enfin, pour certaines, pour qu'elles y aillent. Et bien évidemment, aucune publicité autour de ça. Et elle se rend compte que sa voisine d'en face, sa sœur, sa cousine, ses copines sur le marché, et ben, il y en a plein qui sont passés par là. Et elle n'a pas de chiffres. Elle commence en 96-97 à faire grosso modo du bouche à oreille, du porte-à-porte, pour aller voir si ça touche énormément de monde ou pas. Et plus elle avance, plus elle se rend compte de l'ampleur, tout en n'ayant aucune donnée chiffrée. Et elle va, grosso modo, aller voir les gens, alors les femmes, en leur disant, les copines, on ne peut pas laisser ça comme ça, mettons-nous ensemble, on va faire quelque chose. Elle avance comme ça. Alors, quand je dis porte-à-porte, il faut bien se rendre compte, nous, le porte-à-porte chez nous, c'est vachement facile. Quand vous êtes dans les Andes, ça peut vouloir dire faire une journée de bus pour arriver sur le village au village qui est de la montagne en face. Hein. Donc, voilà, c'est quelque chose qui lui prend plusieurs années. Et en fait, comme elle est un petit peu connue dans la région, parce que c'est une grande militante des droits des personnes andines, de la culture quechua notamment, je caricature et je simplifie, mais grosso modo, dès qu'elle sort d'une maison, les autorités rentrent et menacent les familles. Attention, si ta femme suit Hilaria, vous allez avoir des problèmes. Donc, elle arrive à mobiliser quasiment personne, sauf 12 femmes qui vont accepter de la suivre. La moitié d'entre elles sont analphabètes. C'est 12 femmes des montagnes, agricultrices, etc., ou petites commerçantes vendeuses de tomates sur le marché, qui vont accepter de la suivre et d'aller témoigner en 2001 à Lima, la capitale. Témoigner devant la police, devant la presse et devant la justice. L'affaire va faire beaucoup de bruit et puis le soufflet va retomber. Hilaria va reprendre son bâton de pèlerin et petit à petit, elle va réussir à convaincre de nouvelles femmes. Vous avez en bas Yoni Kellon, qui est une des plus jeunes femmes à avoir été stérilisée. Elle avait 21 ans à l'époque et qui vont la rejoindre. Et puis, elles vont se structurer. Elles ont compris qu'elles pouvaient compter sur personne. Personne au niveau du gouvernement, personne même au niveau des associations et même des ONG internationales qui leur tournent le dos, qui ne veulent pas les aider, y compris des ONG de femmes au niveau international. Alors là, on parle plus d'associations sur le continent américain, sur le continent américain nord et sud. Elles vont se structurer, elles vont y aller pas à pas.
Ça a duré plusieurs années en solo. Elles vont créer une association, ça peut nous sembler rien ici, mais là-bas, vous avez certaines des femmes qui sont allées à l'école apprendre à écrire et à lire pour pouvoir créer une association et travailler efficacement là-dedans. J'étais de la première rencontre avec un avocat pour les défendre. Cet avocat, c'était le bâtonnier en fait, du barreau de leur région, d'Anta, là, et qui voulait juste leur prendre leur argent, quoi, en fait, voilà. Et elles ont eu plein d'écueils comme ça. Mais petit à petit, elles y sont arrivées. Un jour, elles ne savent même pas, parce que leur association a été refusée légalement, je ne sais pas combien de dizaines de fois, mais un jour, il y a un fonctionnaire qui a mis un coup de tampon là où il fallait, et leur association a été acceptée. Moi, j'y étais en 2006. L'association des femmes stérilisées d'Anta, Anta, c'est leur département, si vous voulez. Hein. C'est comme la Loire-Atlantique, ou voilà, l'équivalent de ça. C'était la seule du pays. Elles étaient 200. Peu de temps après, elles sont montées à près de 1000. Et aujourd'hui, des associations comme ça, il y en a dans tout le pays. Elles ont réussi à infuser, mais vraiment tout le pays. Vous avez des manifestations quasiment permanentes à Lima qui sont organisées. Et je vais remettre l'écran. Et puis avec des trucs assez virulents, on est dans une culture qui est très traditionnelle. Et par exemple, devant le ministère de la Justice, quasiment tous les jours, vous avez ces femmes là dans leur habit traditionnel, en jupette, qui vont soulever leur jupe, c'est maculé de sang dessous. Je ne sais pas si vous imaginez enfin, ce que ça veut dire. C'est pas les femmes, hein, c'est vraiment, on est dans cette… C'est des femmes qui descendent des montagnes, quoi. Et qui manifestent. Il y a des manifs. Un jour, j'ai reçu un coup de fil. C'était l'avocate qui les défend, qui est à Lima, m'avait appelé en disant Pierre-Yves, est-ce que tu peux nous envoyer tes photos en vitesse? J'ai rien compris, j'ai tout envoyé. Et j'ai reçu des images 3 semaines après. C'était 25 000 femmes qui manifestaient à Lima, qui arrivaient de toutes les régions du Pérou, avec les photos qui étaient en grand sur des banderoles imprimées n'importe comment, c'était top niveau. Et voilà. Elles sont arrivées à 2 choses. La première chose, au niveau estime d'elles, enfin non, 3 choses. L'estime d'elles-mêmes. Elles ont été décriées pendant je ne sais pas combien d'années, et là maintenant, elles se regardent différemment. Deuxièmement, Fujimori a été, comment dire, il a eu un parcours, il a fui son pays en 2000, il est passé par le Japon, puis le Chili, et enfin il a été extradé au Pérou, et il a été jugé. Quand il est arrivé, il y a eu tout un tas de griefs qui lui étaient opposés, qui ont été mis sur la table, et la question des stérilisations massives a été balayée d'un revers de main, on s'en fout. Et il a été condamné à 25 ans de prison pour des escadrons de la mort qui ont tué, je crois, une trentaine, une cinquantaine de personnes. C'était un gars, vraiment, c'était un multicarte de l'horreur, ce gars. Et en fait, elles se sont battues pour que ça continue, qu'on n'oublie pas le truc. Et en fait, le dossier a été ouvert et fermé plusieurs fois. Et là, il y a un procureur qui l'a ouvert il y a à peu près 1 an. Je me perds un peu dans les dates, hein. Je suis désolé si c'est 1 an et demi ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, cette affaire est toujours en cours. Les investigations sont toujours en cours et elles ont fait en sorte que le dossier ne soit toujours pas fermé. Et elles se battent vraiment. Et aujourd'hui, il y a une vraie communauté en fait autour de ces femmes sur les questions de la place des femmes dans la société au Pérou aussi. Elles sont hyper actives, quoi, en fait. Et voilà. Et c'est parti, il ne faut jamais oublier que c'est parti d'une femme qui va voir sa voisine d'en face, qui ne sait pas écrire et qui lui dit banco, on y va, quoi. Et c'est assez magnifique comme histoire. Voilà. Je suis super bavard, donc je vois le temps qui passe. Je voudrais avancer avec une La autre… force du collectif, et c'est vrai, c'est pour ceux et celles qui étaient présents avec nous samedi après-midi, avec Justine Massika-Biamba qui fait partie avec la synergie d'un des grands reportages de Pierre-Yves, donc on ne va pas en parler aujourd'hui, mais pareil, le collectif Faire Ensemble, et ça donne de la force, et c'est famille ailleurs aussi. Tu nous emmènes nous, Pierre-Yves, maintenant? Alors, moi, c'est un peu le passage obligé à chaque fois que je parle de tout ce travail, c'est partager avec vous la plus grande rencontre de ma vie, je pense, hein, tout simplement. J'ai eu la chance de côtoyer pas mal de prix Nobel de la paix, prix Sakharov du Parlement européen. J'avais prévu de vous parler de Leyla Zana, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps, qui est une femme exceptionnelle, une Kurde de Turquie,
avec qui j'y suis allé 3-4 fois là-bas, je crois. Mais je voudrais parler du Rwanda. J'en parle systématiquement et je partage avec vous cette image. Voilà, je ne sais pas si c'est bon pour vous. Cette femme donc s'appelle Daphrose Mukangarambe. On est au Rwanda et le Rwanda, ben, vous savez, 1994, le génocide. Plus d'1 million de personnes, même si c'est 800 000 le chiffre officiel, plus d'1 million de personnes mortes en un an, en un mois, en 100 jours exactement, excusez-moi, la plupart à l'arme blanche dans le cadre de ce génocide où j'insiste, la France a une responsabilité et il faudra qu'on la reconnaisse un jour. C'est évident, quiconque va là-bas le sait. On le voit, voilà, il faudra qu'on en parle un jour. Et l'histoire de Daphrose, ben, je ne vais pas revenir sur le génocide, mais l'histoire de Daphrose est d'une grande banalité sur place, quand vous allez parler notamment avec les femmes. Ce qui est important de comprendre quand on parle du génocide au Rwanda, mais c'est pareil pour la plupart des génocides, c'est-à-dire des exterminations d'un groupe, quel qu'il soit, qui sont programmés de façon quasiment scientifique, organisée, c'est que, en général, dans les génocides, il y a un processus. Et là, pour le Rwanda, mais ça a été pareil dans ce qui a été fait en Bosnie, etc. En un, on tue les hommes, en deux, les femmes, en un, les hommes, en deux, les garçons, en trois, les femmes, en quatre, les filles. Donc, quand vous regardez la photo du Rwanda post-génocide, après ces 100 jours, vu d'en haut, le Rwanda vu du ciel, eh ben vous avez, à la fin de ces 100 jours, 75% de la population adulte, entre 75 et 80% de la population adulte, ce sont des femmes. Donc, quelque part, et pour se détacher de l'histoire personnelle de Daphrose, quand vous allez dans la région aujourd'hui, quand vous allez au Kenya, en Ouganda, même en RDC, etc., on vous parle du miracle rwandais, de ce pays qui a été reconstruit de façon exceptionnellement rapide en peu de temps. Et bon sang de bon sang, cette reconstruction, j'attends toujours un article où on dira qu'elle a été faite à 80% par des femmes. Voilà. Qui a reconstruit le pays? Les Rwandaises. D'abord, il y a, oui, un président qui est décrié, qui a des qualités et des défauts. Voilà, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Moi, je ne suis pas hyper fan, même s'il a libéré son pays. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une reconstruction qui a été faite par les femmes. Et Daphrose fait partie notamment d'une association qui s'appelle l'association Avega Agaozo. Avega, c'est l'association des veuves du Rwanda. Je vous remettrai la photo un petit peu plus tard. Cette association comptait, quand j'y étais, donc en 2004, 25 000 membres, toutes veuves du génocide. Et ces femmes, en fait, avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y avait énormément d'enfants qui étaient orphelins. Et la plupart de ces femmes, qui avaient plus rien. Hein. Quand je dis plus rien, c'est-à-dire que leur maison avait été brûlée, leur mari tué, leurs troupeaux exterminés, le viol comme arme de guerre massive. Elles étaient nues, mais dans tous les sens du terme, quoi, vraiment. Et ces femmes, après le génocide, avec ces orphelins, elles ont adopté. Elles ont adopté un enfant, deux enfants, le fils du voisin, la fille du commerçant du village, le fils d'un cousin, le machin, etc. Donc, elles en ont adopté 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, jusqu'à 27 enfants. Elles n'avaient rien, elles étaient dans une pauvreté absolue et elles ont ouvert leur maison, leurs bras, elles ont reconstruit ça avec ces enfants comme ça, avec ces familles complètement disparates où ils étaient jusqu'à 10 par chambre. Enfin, c'était complètement dingue. Et moi, je leur ai toutes posé une question, la même, c'était « mais comment tu as fait matériellement ?» Et elles m'ont toutes, mais je vous assure, toutes donné la même réponse, je ne sais pas. Ça a été vraiment comme ça. Et c'était voilà, c'est des ramasseuses de café, enfin, voilà. Et c'est elles qui ont reconstruit ce pays, parce qu'aujourd'hui, ces orphelins-là, ils sont adultes, et c'est la force vive du Rwanda. C'est elles qui ont reconstruit ce pays. On est en train de parler de millions d'enfants, en fait, de centaines de milliers d'enfants, et c'est dans un tout petit pays qui doit faire moins de 10 millions, qui est autour de 10 millions d'habitants, c'est quelque chose d'énorme ce qu'elles ont fait. Et au milieu, je reviens à Daphrose, et je ne vais pas m'étaler aujourd'hui parce que des fois, je n'arrive pas à en parler, je vous l'avoue, et
voilà, aujourd'hui, je me sens un peu fatigué, patraque, et je ne me sens pas d'en parler beaucoup. Mais son histoire perso, c'est juste donc cette banalité. Elle est avec ses 5 enfants. Son village est attaqué par les Tutsis. Tout le village se réfugie dans l'église. Le curé ouvre les portes de l'église et le massacre a lieu dans l'église. Elle arrive à s'échapper avec ses 5 enfants par une porte dérobée, se met dans une maison abandonnée et les miliciens interamoués la rattrapent dans cette maison. Ils vont tuer ses enfants, ils vont la torturer et vous voyez, elle a 14 coups de machette sur le corps et elle sera laissée pour morte en fin de journée. Et ils la violeront avant de partir. Et la petite que vous avez derrière s'appelle Aline. Et Aline, je la vois en 2004, elle a 10 ans. Donc, je vous laisse tirer les conséquences de ça. Et cette histoire qui a été, quand elle en parle d'Afrose, quand je l'ai interviewée, c'était inaudible. C'était pas possible de rester. Je suis sorti, mais je ne sais pas combien de fois en pleurant parce que c'était pas possible d'écouter ce qu'elle racontait. Et quand je revenais et quand il y avait Aline, et ben d'un coup, la maison se transformait avec des immenses éclats de rire. Moi, c'est la maison de ma vie où j'ai entendu le plus d'éclats de rire. Elle était d'une espièglerie, cette gamine, mais incroyable. Le lien avec sa mère, c'était quelque chose de complètement dingue. D'Afrose, vous voyez, avec ses grandes dents, là, elle s'est fait opérer depuis, mais c'est la reine des blagues à 2 balles toute la journée. Enfin, elle est hallucinante, cette femme. Et ce qu'elle a créé avec sa gosse, c'est la plus grande leçon de vie que j'ai jamais pris, en fait. Et voilà. Et pendant des années, là, je sens que ça remonte, donc je passe à la photo d'après en bas. Je suis retourné plusieurs fois là-bas et je l'ai revu. Donc, vous avez la mère et la fille 10 ans plus tard. Et Aline, en fait, d'Afrose, elle s'en voulait un peu parce qu'elle n'arrivait pas à être très sévère avec sa fille, qui était la reine des blagues dans tout le village, c'était la coqueluche de tout le village, voilà. Et bon, elle n'était pas super. Quand j'ai rencontré au début, elle voulait être médecin. En bas, c'est 10 ans plus tard, là, elle se disait qu'infirmière, ce serait déjà pas mal, mais c'est même pas gagné en fait, parce que c'est pas la reine de l'école, quoi. Mais en tout cas, voilà la vie qui continue. Et elles sont encore dans leur village et D'Afrose et Aline sont encore là-bas. Elle a été dans une école religieuse pendant pas mal de temps parce que D'Afrose avait trouvé que c'était le moyen de la visser un petit peu plus, sa gamine. Mais voilà, je vous dis là, je ne sais pas comment l'exprimer autre que vous dire que c'est la plus grande leçon de vie, ouais, que j'ai pris. Et à chaque fois, je suis retourné la voir et avec toujours autant d'émotions. Elle est d'une je sais pas, un souffle. Je sais pas comment l'exprimer, mais en tout cas, voilà, moi c'est la plus grande rencontre. Et puis je vais terminer. Partager un petit secret, c'est que Pierre-Yves a chez lui la photo qu'on voit de D'Afrose et Aline. Et cette photo, quand vous levez les yeux, que vous avez un petit coup de mou, n'importe quoi, juste on la regarde et voilà, c'est comme quand on discute avec Justine Massika-Biamba. Donc voilà, respirez, prenez des mouchoirs. Merci de nous partager cette émotion, Pierre-Yves. Surtout qu'il enfin, voilà, y en a beaucoup. On lira après les questions. Alors, je ne sais pas jusqu'à quelle heure tu as prévu de parler, parce qu'on peut. J'aurais juste une histoire. Donc, merci d'avoir dévoilé une partie de mon intérieur, Marie, avec cette grande photo qui est toujours, oui, je pars pas sans. Je pars en vacances sans, mais autrement, jamais. Et je voudrais juste, aujourd'hui, je m'étais dit, j'avais envie de parler du Maroc. Et ne me demandez pas pourquoi, mais je voudrais en parler juste rapidement. Je vais vous partager quelques photos aussi de l'époque. Voilà. C'était les caravanières face à la Moudawana. La Moudawana, c'est le code de la famille. Donc, vous savez, dans le droit marocain, en tout cas, là, on est au début des années 2000, et milieu des années 2000 et fin des années 2000. Et le droit marocain n'est pas du tout un droit égalitaire entre les femmes et les hommes. Il y a plein de problématiques sur la place de monsieur, la place de madame, l'héritage, l'autorité parentale, etc., etc. Eh ben, les Marocaines, elles n'ont attendu personne pour se lever face à ça, évidemment, et elles ont monté un grand nombre d'organisations. Et notamment, il y en a une qui est assez connue, qui s'appelle la Ligue démocratique pour les droits des femmes du Maroc, qui organise des caravanes au sens des caravanes du désert, vraiment.
Elles vont dans les villes, dans les villages, elles s'installent, elles plantent des tentes, des tentes berbères, et les gens viennent, elles les attirent les populations, en fait, de façon massive, parce qu'elles arrivent avec des médecins, avec des gynécos, des ophtalmos, etc., et des pharmaciens qui arrivent avec des stocks de médicaments. Donc, en gros, c'est venez, soins gratis pour tout le monde. Donc, les gens viennent et se pressent en masse, mais quand je vous dis en masse, c'est par milliers, par milliers, par milliers. Et elles font ça, elles arrivent, elles se plantent à un endroit, elles vont rester une semaine. Pendant une semaine, les gens vont défiler, chacun retourne à ses occupations, et puis après, on était à Tanger, on file à Goulmim, on revient à Casa, on file à Marrakech, enfin, etc. Ils vont de ville en ville comme ça. Et c'est quelque chose qui est extrêmement populaire là-bas. Et en fait, les gens, quand elles viennent se faire soigner, donc elles viennent, principalement les femmes viennent parce que les soins sont gratos et les médicaments aussi. Et à la fin, quand elles s'en vont, elles les attrapent par l'oreille en disant non, 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 ça, c'était que la première partie de la journée. Maintenant, on va passer à la phase 2. Et la phase 2, ça va être parlons ensemble des droits des femmes, identifier celles qui sont dans des problématiques compliquées pour les aider plus spécifiquement, comme des associations font chez nous. Et puis partager aussi sur les enjeux principaux des droits des femmes au Maroc. Je vous partage avec vous quelques photos. Donc, vous voyez ces rencontres. Là, on est à Goulmim, aux portes du désert. Donc, ce sont des femmes de ces régions. Et avec beaucoup d'échanges sur leurs droits et identifier celles qui ne vont pas. J'en parle aujourd'hui parce que 3 choses. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que j'ai vu des engueulades ce week-end entre des groupes féministes français et que ça m'énerve à chaque fois. C'est cette association, la Ligue démocratique pour les droits des femmes du Maroc. Quand j'y étais la première fois, c'était en, je ne sais plus, 2004 ou 2003, pour suivre une de ces caravanes quelques jours, donc au sud, aux portes du désert. Et je me suis rendu compte de l'ampleur de cette association, c'est 13 000 personnes. 13 000 personnes dans une seule association répartie sur tout le Maroc. En France, on n'a pas l'équivalent. La deuxième chose, quand je suis monté pour la première fois dans le bus de la Ligue démocratique pour les droits des femmes du Maroc, il y a 2 choses qui m'ont sauté au visage. C'est premièrement l'énergie, la fête. Militer, c'est la fête. C'est pas un truc, voilà, c'était principalement des jeunes. Les 3/4 du bus, c'était des moins de 25 ans qui étaient là. Et c'était un truc, mais ils chantaient. Mais je vous assure, j'ai passé une semaine avec elles. Là, j'en pouvais plus, moi, de leurs chansons, de leurs danses, tout le jour, la nuit. Je sais pas à quoi ils tournaient, mais c'était pas possible, quoi. Mais une énergie qui se dégageait, qui était complètement dingue. Et puis, le dernier point, donc beaucoup de jeunes, énormément de jeunes. Et à l'époque, en tout cas, on n'avait pas ça en France. C'est quelque chose qui commence à changer aujourd'hui. On a de plus en plus de jeunes femmes dans nos associations. À l'époque, c'était pas ça, je vous assure. Et le dernier point, c'est qu'à peu près 1/4 du bus, c'était des hommes. C'était des hommes engagés dans des mouvements féministes. Vous voyez le t-shirt de ce gars. C'était des artistes, c'était des étudiants en médecine, en droit, etc., qui étaient vraiment là pour agir parce que la question des droits, ils étaient impliqués. On est il y a 15 ans maintenant. Il n'y avait pas une seule association comme ça en France à l'époque. Encore une fois, maintenant, ça change. Dans nos manifs, on trouve de plus en plus de jeunes gars et c'est vachement bien. Mais à l'époque, pas du tout. Donc, oui, les droits des Marocaines sont beaucoup plus en retrait par rapport aux nôtres. Mais de l'autre côté, dans les mouvements militants, en fait, c'est des gens qui avaient un train d'avance sur nous. Et on avait beaucoup de choses à apprendre d'eux. Et il y a une association en France qui s'appelle Femmes contre les intégrismes, qui avait suivi ces caravanes et qui avait fait le constat, ramenez-vous bien il y a 15 ans en arrière, mais même si les choses, je crois, n'ont pas beaucoup changé à ce niveau-là, c'était de dire on a un problème, on n'arrive pas à toucher les femmes des quartiers, à aller vers elles, à aller identifier celles qui ont des problématiques, à échanger avec elles, etc. On ne sait pas faire. Grosso modo, on ne sait pas faire. Et elles se sont dit, tiens, et si on allait chercher les copines marocaines? Et elles avaient organisé une caravane en France. La première a eu lieu juste en région Rhône-Alpes et la deuxième a été nationale, elle était moins bien. La première était dans les quartiers, vraiment. Et cette association de Lyon, qui existe toujours et qui est assez formidable, avait été chercher ses copines. Elle avait rajouté des Tunisiennes et des Algériennes qui étaient venues aussi. Je crois que la deuxième fois, il y avait une Égyptienne également.
qui était venu aussi. Et on allait tous les jours se mettre au cœur d'un quartier, on plantait la tente, pareil. Et juste partager avec vous comment ça s'était passé, c'était super drôle. C'est-à-dire qu'on avait organisé ça à la française. Donc, les associations locales avaient fait le relais. Donc, on avait mis des affiches partout dans le quartier, dans les centres sociaux. On avait parlé à la radio locale, on en avait parlé dans le journal municipal, on avait fait tous ces trucs-là. Et le premier jour, qui était à Vaux-en-Velin, au cœur de la cité, enfin, je crois que c'était à Vaux-en-Velin, je me perds un peu dans les villes, et ben en fait, on arrive sous la tente le matin, pas grand monde, les élus qui sont là, les officiels, les responsables associatifs, mais autrement, c'était pas terrible. Et donc le discours du maire, l'accueil, le café, les croissants, tout ça, vachement bien. Mais grosso modo, les personnes qu'on ciblait, à savoir les femmes, n'étaient pas là, quoi. Et nos amies marocaines, qui étaient arrivées à une vingtaine, en fait, y compris certains gars, étaient là. Ouais, c'est chouette, mais so what, quoi. Maintenant, on fait quoi? Et en fait, le premier jour, ça a été c'était pas terrible comme ça. Et le deuxième jour, elles ont dit, bon, bah écoutez, ça va votre façon de faire, on va faire à la nôtre maintenant. Elles partent dans les cités, en bas des tours, je sonne aux interphones. Salut Samia, moi c'est Farida, j'arrive du Maroc, ouvre-moi ta porte, il faut que je te parle. Elles étaient à la sortie des écoles, elles étaient machin. Tout le matin, elles allaient frapper aux portes de partout. Et les après-midi, c'était blindé de monde, en fait, sous la tente. Il y a eu un échange, mais extrêmement puissant qui a été monté. Et je trouve que ça marche, ça montre extrêmement bien. Et je pense que c'est vraiment un des reportages aussi qui nous a vraiment inspiré pour Femmes ici ailleurs. C'est ouais, on a vachement à apprendre les uns des autres. Et c'est vrai qu'en France, on pense souvent avoir la science infuse et un peu savoir plus de choses. C'est dingue tout ce qu'on a à apprendre des autres. Et quand on arrive à se mélanger comme ça et à prendre les forces et faiblesses des uns des unes des autres, c'est 1000 fois plus puissant ce machin-là. Et ces caravanes mixtes, très mixtes, ont été un immense succès. Enfin, le premier en tout cas. Et ça a permis de diffuser énormément de problématiques sur les droits, de toucher vraiment ces femmes et de parler avec elles, d'identifier certaines qui étaient dans une grande difficulté. Je repense à un cas d'une jeune femme, je me demande si ce n'était pas une Soudanaise à l'époque, qui venait d'arriver, qui avait 17 ans, qui était la troisième épouse d'un gars qui était dans la cité et qui avait été extraite de ce système grâce à ça, grâce à ces rencontres. Il y a eu plein de belles histoires aussi. Ça se passait sous la tente à Vaux-en-Velin, à Vénissieux, etc., comme ça se passait au Maroc, c'est-à-dire des éclats de rire, des larmes, des embrassades, voilà, ça n'arrêtait pas, des danses, des chants, beaucoup. Il y avait une énergie mais complètement dingue, et c'est quelque chose qu'on a à apprendre, je crois, d'elle. Et donc voilà, et beaucoup de jeunes et beaucoup de mecs à l'époque déjà, en fait, sur ces questions. Voilà l'autre truc que voilà, j'étais d'humeur à partager ça avec vous aujourd'hui. Écoute, merci parce que ça fait du bien à tout le monde, je pense. Et je pense qu'en plus, là, on ressent vraiment la force du collectif par rapport à toutes les histoires que tu as racontées. Et je pense qu'elle est présente dans toutes les histoires, que ce soit les femmes kurdes de Turquie que tu as rencontrées. J'aurais bien aimé que tu nous parles de Sabriye, mais d'après ce que Nat m'a dit, tu en as parlé la dernière fois, donc tant pis pour moi. Peut-être la prochaine fois, puisque en fait, là, c'est un échange qu'on peut reprogrammer souvent, puisqu'il y a plein d'autres pays à raconter. Alors, je vais quand même en profiter, je vais quand même te lire quelques questions, quelques émotions. Bon, Pierre-Yves, tu as fait pleurer les gens, donc bravo. Il y avait une question au tout début. Alors, il y a Anne-Claire qui demande si ces femmes dont tu nous parles sont-elles dans ton livre. Et je veux dire, est-ce que tu nous spoilies ou pas? Spoil, pardon. Oui, je spoil là. N'achetez pas le livre. Certaines sont dans le livre, il y en a d'autres. Et puis, il y a des reportages que j'ai faits après la sortie du livre aussi. Continuer, je pense à la Libye, je pense à… je suis retourné au Rwanda, la moitié des photos que je vous ai montrées, c'est après. Sabriye n'est pas dans le bouquin. La RDC, Justine n'est pas dans le livre. Enfin, voilà, il y a un peu de tout. En fait, il faut qu'on refasse un livre, Pierre-Yves. Ouais. Ah, mais non, c'est vrai que maintenant, on fait un magazine où il y a tous ces gens là-dedans. Ça fait partie. Donc, évidemment, tu as des merci. Je te ferai passer. Au début, il y a quelqu'un qui demandait comment tu rencontrais toutes ces femmes. Comment ça se passe la première fois que tu prends ton appareil photo et puis que tu y vas, tu dis bonjour, salut, je m'appelle Pierre-Yves, je voudrais rencontrer Hilaria Soupawama. À l'époque, je vous rappelle, à l'époque, on n'a pas ça.
on n'a pas Internet. Voilà. Pas au début, mais ouais, quand même un peu. Mais j'ai que 52 ans. Oui, mais tu exagères un peu, mais je te rappelle, quand on était à Katmandou, il fallait aller dans les, comment ça s'appelait, trucs Internet, quoi. La connexion était quand même très pourrie. Donc, comment tu fais au début? Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est travailler les sujets, c'est-à-dire me renseigner. Je lis beaucoup d'abord. Donc je pense qu'aujourd'hui, je regarderai plein de vidéos aussi. Enfin voilà, je ne sais pas, mais à l'époque, c'est beaucoup de lecture. Après, contacter des gens sur place, c'est assez facile avec les réseaux associatifs. Donc moi, je l'ai contacté en amont. Et puis j'avais la chance d'avoir un partenaire historique par rapport à ce projet, qui est la FIDH, la Fédération internationale des droits humains, qui a des associations partout dans le monde de défense des droits humains. Donc que je contactais ces gens en leur disant, ben voilà, me présenter, et je leur disais, j'aimerais travailler sur telle thématique. On se parlait au téléphone. Alors à l'époque, j'avais des notes de téléphone. Maintenant, ce serait plus ça. Et on se parlait au téléphone, pas mal d'échanges par mail. Et puis, à un moment donné, on décide d'arriver. Et une des clés aussi de ce travail, c'est d'avoir ce qu'on appelle le fixeur, et qui était très souvent pour moi une fixeuse. C'est un job aussi dont on parle jamais. Et vous n'avez aucun reportage qui n'existe sans ça, quasiment. Enfin, il faut être clair. Ce sont évidemment les gens qui traduisent, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un vrai binôme. Moi, je travaillais souvent avec une fixeuse dans ces pays-là, et c'est quelqu'un qui doit comprendre votre reportage, comprendre l'histoire que vous voulez raconter. Et c'est quelque chose qui se construit à deux. Les reportages, ce ne serait pas du tout la même chose si j'avais sans ces femmes. D'abord, ils n'auraient pas existé, mais avec d'autres personnes, la personnalité joue beaucoup. Et puis après, sur place, c'est un jeu de piste, c'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un qui nous amène à rencontrer quelqu'un, qui nous amène à rencontrer quelqu'un. Ah, fausse piste, on revient en arrière, on repart. Quelqu'un qui vous dit, bah, tiens, si tu vas à l'autre bout du pays, tu peux rencontrer quelqu'un qui est chouette par rapport à ça. Allez hop, on y va. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Enfin, voilà, il faut un peu de patience par rapport à tout ça, mais une patience qui est tellement fastoche parce que la rencontre, quoi, c'est magique, contacter des personnes comme ça et de les écouter et de les amener à parler d'elles et de ce qu'elles ont fait, notamment. C'était incroyable. Très souvent, les femmes, et c'est pareil chez nous avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est rentré dans nos têtes, dans vos têtes. C'est-à-dire qu'on va très souvent parler d'abord de ce qu'on a subi et ensuite, et puis on va déconsidérer, elles ont beaucoup, mais c'est pareil pour beaucoup ici, on va déconsidérer, les femmes vont déconsidérer ce qu'elles font, l'ampleur de ce qu'elles font. Ça va être des petits trucs, c'est pas grand-chose, ça va être des machins, voilà. Et juste, moi, mon job, c'était juste de tirer ces ficelles-là en disant si, vas-y, dis-moi en plus et je ferai le tri après, et de les inciter à parler de ce qu'elles faisaient et de les recanaliser sur ce qu'elles faisaient. Et puis voilà, c'est marrant parce que dans le cadre du club, pour celles qui développent le club, on n'arrête pas de parler de contacter, d'aller à la rencontre des gens, mais c'était ça en fait, c'est pas plus, pas moins. Et puis d'amener une rencontre en amène une autre, etc. C'est un vrai jeu de piste en fait, de construire une histoire, un reportage. Moi, je suis un peu un reporter à l'ancienne. C'est-à-dire que quand on part en reportage, pour moi, on ne sait pas quand est-ce qu'on rentre, et on rentre quand on a terminé. Moi, j'ai toujours eu un peu de problème avec les choses cadrées. Enfin, juste pour partager avec vous, là, quand j'ai arrêté de travailler pour la presse, un grand magazine féminin français m'avait appelé pour me demander d'aller faire un reportage au Tchad à l'époque. Il y avait une famine et la commande, c'était 5 jours, départ Paris, arrivée Paris. C'est-à-dire un jour d'avion, un jour de jeep pour aller dans le camp, un jour dans le camp, un jour de jeep, un jour d'avion. Bon, ben, moi, il me faut 3-4 jours minimum sur place avant de commencer à sortir un appareil photo, à commencer à penser un peu, à avoir compris un peu, hein, je ne veux pas, voilà, de ce qui se passe sur place. Donc, c'était pas possible, en fait, de travailler comme ça. Donc voilà, bah, quand on prend le temps, on rencontre des gens, on fait des rencontres incroyables. Elles m'ont emmené sur des terrains complètement dingues auxquels j'aurais pas du tout pensé aller. Et de la part de personnes, j'aurais jamais pensé que ce soit elles qui m'y entraînent. Elles m'ont mis dans l'embarras souvent, en fait, côté homme-femme. Mais voilà, je pense que les Tibétaines ont un peu essuyé les plâtres de ma bêtise et de mon inculture de l'égalité à l'époque.
Et puis petit à petit, je crois qu'on apprend et les questions sont devenues de plus en plus, enfin de moins en moins stupides au moins, et voire même de plus en plus pertinentes. Alors, justement, il y a quelqu'un qui demandait, Pierre-Yves, je ne sais plus où c'est, si tout ça, ça a changé. C'est drôle d'ailleurs enfin, que la question soit posée. Si tout ça, ça a changé tes opinions, si ça t'a même changé toi. Ah oui, bah, je vais vous le dire super brutalement, mais je pense que je suis un fief et connard sur la question femme-homme il y a 30 ans. Hein. Voilà, enfin, c'est un non-sujet, je veux dire pour moi. Comme beaucoup de mecs, je pense que c'est un non-sujet. Allez, placez-vous à l'époque. Aujourd'hui, on en parle plus, mais voilà, dans les années 90, ça va, les femmes, vous avez tout ce qu'il faut. Enfin voilà, c'est pas ça. Donc oui, ça m'a complètement fait changer en la matière. Alors, il y a sur le plan de l'égalité, évidemment, parce que ça fait ouais, 25 ans que c'est ma vie en fait maintenant. Donc à force, on s'enrichit, on apprend et on acquiert cette culture. Et je continue de l'acquérir encore, je continue d'apprendre, évidemment, mais dans plein d'autres domaines, sur l'écoute de l'autre, sur moi, cette soif de diversité au pluriel, pas seulement femme-homme, mais c'est voilà, sur cette humilité par rapport à apprendre des autres, encore une fois, enfin, quand on va dans des colloques internationaux, enfin, tout le monde adore les Français et tout le monde les déteste parce qu'on adore, parce on a plein d'idées, on va dans tous les sens, mais on nous déteste parce qu'on, quand vous avez 10 associations qui viennent, il faut que les 10 prennent la parole, elles ne sont pas d'accord entre elles, enfin voilà, on est les seuls comme ça un peu au monde. Donc, apprendre aussi tout ça, tout ce qu'on peut, enfin, sentir, avoir envie d'aller chercher, d'aller apprendre de l'autre en fait. Alors Moi, justement, c'est avec ces femmes que je l'ai appris, quoi. je te coupe un tout petit peu la parole parce que sinon, on va finir à prendre apéro ensemble. Il y a quelqu'un qui dit que tu devrais intervenir dans les établissements scolaires. Alors, je l'ai beaucoup fait. J'ai accompagné plus de 600 groupes scolaires en fait dans les expositions et beaucoup d'interventions scolaires sur des différents domaines, à la fois pour partager ces reportages, cette expérience, mais aussi travailler sur des domaines très différents comme la mixité des métiers. On intervient encore beaucoup avec l'association Femmes ici ailleurs là-dedans, dans les entreprises aussi parce que le boulot est le même, hein, il y a vraiment du taf sur ces questions-là. Euh, Après, j'ai moins le temps de le faire aujourd'hui. Je le regrette parce que j'adore ça. Euh, mais j'en ai pris mon parti. On ne peut pas être partout. Et en ce moment, c'est le club qui monopolise, le magazine qui monopolise mon. Et aujourd'hui, c'est Aude qui fait les sensibilisations en milieu scolaire. Je me rappelle, tu te rappelles quand à Valence, il y a 4 ans, je crois, on avait présenté à Femmes en Résistance et tu avais eu un groupe de tout petits. Oui, c'était. Alors, en général, ce que je dis, c'est que pas avant le collège, parce qu'on aborde des questions un peu quand même difficiles. Puis je suis pas super à l'aise, hein, je vais pas vous le cacher. J'ai pas d'enfant. Et enfin, j'en ai eu une famille recomposée où ils sont arrivés déjà pas tout petit, quoi. Et, euh, et je n'étais pas super à l'aise. Et en fait, j'y suis allé un peu au feeling et ils m'ont emmené sur des terrains qui étaient incroyables et sur des sujets aussi on parlait. Je les emmenais par exemple sur les sujets sur l'Afghanistan où ils ne comprenaient pas pourquoi les femmes étaient habillées comme ça, pourquoi les filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école, pourquoi, etc. Mais il y en avait certains, c'était une classe qui était toutes les couleurs. Bah, finalement, on fait le lien avec chez eux, avec ce qu'ils vivaient dans leur environnement, et se dit, oulala, il y a peut-être un truc qui ne va pas bien chez moi. En fait, c'était absolument magique. Il y a des clés en fait à tous les âges. Alors évidemment, je pense que je ne suis pas un professionnel de l'accompagnement des tout jeunes publics du tout. Mais ils comprennent beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses à leur transmettre très tôt. Ouais. Ils comprennent beaucoup plus facilement parfois. Je me rappelle, il y avait un petit garçon qui disait, mais en fait, ils sont toc-toc, ces gens-là. Ils sont toc-toc, ouais. Il y a beaucoup trop de gens toc-toc dans la vie. Il y avait d'autres groupes, Marie, je te coupe, je suis désolé, d'autres groupes que j'adorais accompagner. Il y avait les scolaires et puis les personnes ont travaillé aussi beaucoup avec les groupes de forums réfugiés, etc. Et ça, c'était absolument magnifique parce qu'il y avait des femmes qui venaient, j'ai des souvenirs là, voilà, des femmes qui venaient, c'était leur histoire qui était au mur, quoi. Et voire même, ça m'est arrivé une seule fois, mais il y en avait une qui connaissait des gens qui étaient en photo. Et c'était, je pense à des Kosovars qui étaient arrivés aussi comme ça. Elles avaient leur histoire au mur, ou des Soudanaises du Darfour qui avaient un bout de leur histoire au mur. C'était absolument incroyable. La tension, mais dans le sens émotionnel qu'il y avait dans ces visites-là. C'était magnifique.
Alors, on n'aura pas le temps je n'aurai pas le temps de te lire tous les commentaires. Par contre, je vais reprendre deux, trois questions et notamment tout à l'heure, donc on t'a demandé si ça t'avait changé certaines opinions et il y a Dominique qui demande si sur la perception de certains sujets politiques a priori est révisée. Est-ce que après ton expérience, cette expérience, ces 20 années, ça a bougé des choses aussi au-delà des questions d'égalité femmes-hommes? Alors, oui, c'est vrai que je suis assez pollué par les questions d'égalité femmes-hommes qui me monopolise une grande partie de mon cerveau, on va dire, et que j'ai tendance à regarder beaucoup de choses sous cet angle-là. Mais même sous des angles très différents, enfin, tous les sujets, en fait, si vous voulez, quand on parle de transversalité de l'égalité, c'est vraiment une vraie question. C'est quand on parle d'environnement, quand on parle d'éducation, quand on parle voilà, c'est partout l'égalité. Donc, on peut regarder ça comme ça. Après, oui, ça m'a changé, enfin, ça m'a changé. Ça m'a J'avais déjà un certain nombre de… Bon, vous avez compris la grande affection que j'ai pour l'extrême droite. Oui, ça a appuyé vraiment ce que j'avais déjà de ce côté-là. Il y a des choses qui sont intolérables pour moi quand j'entends que le gouvernement actuel demande aux réfugiés d'aller travailler dans la vallée du Rhône pour cueillir les fruits. C'est des trucs, c'est pas possible. Enfin, voilà, c'est quoi cette logique-là? Et je parle de ce gouvernement actuel, mais avec celui d'avant ou celui d'avant, il y a toujours des choses comme ça qui viennent aussi de cette expérience-là aussi, et qui peuvent venir d'ailleurs. Hein. Chacune et chacun a son parcours, mais en tout cas, oui. En tout cas, c'est magnifiquement enrichissant, quoi. Et avec vous, vous savez, quand on échange avec vous dans les événements, dans les rencontres, dans les formations, femmes ici et ailleurs, mais c'est dingue tout ce qu'on prend aussi, quoi. Enfin, pour moi, c'est la suite, hein, vous êtes en train d'écrire la suite de ce que j'ai écrit dans d'autres pays. Là, ça va vraiment dans ce sens-là, enfin, franchement. Hein. Donc oui, ça m'a changé. Oui. Ouais, et puis moi je le raconte souvent en formation justement, c'est que ça t'a changé et ça a commencé à faire changer, à nous changer et ça change les gens autour de nous en fait. Le positif, l'inspirant, ça change les gens. Donc parfois, j'aime à dire que l'action féministe ailleurs est presque fourbe. On apporte du positif et en même temps les gens changent. Donc voilà, en fait, on est une bande de fourbes et ça, c'est rigolo. Juste pour en revenir sur un sujet spécifique, je n'avais pas vu la question de Roselyne. Tu as parlé de berbères. Sont-elles principalement berbères? La place des femmes berbères est meilleure? Non, 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 il y a de… Merci Rosine. Là, c'est vraiment, sur le Maroc notamment, c'est vraiment tout le pays. Il y en a de partout. Hein. C'est comme si chez nous, on avait l'association présente à Lille, dans le Pays Basque, à Nice, à Strasbourg, partout, quoi. Donc, non, non, elles ne sont pas spécifiquement berbères. Elles sont vraiment de partout. Et les îles sont de partout. Par contre, les jeunes hommes sont principalement des jeunes hommes érudits des grandes villes. Voilà. Mais je repense à un truc que je vous ai pas dit, mais il faudrait bien, je sais pas comment le partager, mais on a vraiment l'impression en France que ce côté, et il y a et plein de pays comme ça, que militer, il y a un côté pénible, il y a un côté je me fouette le dos. Voilà. Là-bas, c'est la fête. Les jeunes viennent, on est au Maroc, hein, les jeunes, ils venaient là pour faire la fête aussi. Et c'était tout imbriqué et avec une énergie complètement dingue. C'est-à-dire, quand on montait dans le bus, il y avait comme dans nos bus, quand on est petit, les ramassages scolaires, là, on a tous ceux qui se mettent au fond pour chanter des chansons, raconter des bêtises, ou les garçons et les filles qui s'embrassaient au fond. Enfin voilà, c'était vraiment. Il y a un côté. C'est festif, quoi. C'était vraiment une joie dans le militantisme associatif qui est absolument génial, quoi. Et c'est pour ça qu'on a choisi aussi de faire comme ça dans le club Femmes ici ailleurs, de continuer à partager la joie, le bonheur. Écoute, alors tout le monde, on sent ta passion, merci, merci. Est-ce que le fait que tu sois un mec, alors il y a quelqu'un qui dit c'est chouette aussi que ce soit un mec qui parle de nous comme ça. Est-ce que ça t'a posé des soucis? Ouais, à moi, ouais. Non, en fait, alors franchement, le fait que ce soit un homme qui en parle, qui ait fait ce projet-là, ok, ben, je suis un homme et j'ai fait ce projet-là, d'accord. Mais ça aurait pu être une femme. Il y en a d'autres qui sont lancés et qui sont allés un peu moins loin en termes de nombre de pays, mais ça ne veut pas dire que c'est moins qualitatif. Voilà, franchement, ça ne me semble pas être un point très important.
Enfin, en tout cas, moi, je ne le ressens pas comme ça, mais après, chacun son ressenti. Derrière, sauf que quand même, il faut reconnaître une chose, et ça, c'est malheureux. C'est que le fait que je sois un mec me permet d'avoir plus de tribunes. Et je voudrais vraiment le pointer du doigt, c'est pas normal. Et plus de tribunes auprès des mecs, c'est-à-dire des gars qui écouteraient pas une femme qui a fait la même chose, et mais aussi des femmes qui n'écouteraient pas des femmes qui ont fait la même chose. Faut vraiment, voilà. Et ça, c'est un truc qui marche pas. On en profite parce qu'on se dit, ben voilà, comme a dit Marie, on est un peu sournois, donc on en profite pour ramener tout le monde dans le giron là-dedans. Mais faut le pointer, faut le dire, et ça fonctionne pas. Deuxièmement, l'embêtement, ben, c'est plutôt des embêtements sur le fait d'être un mec ou dans des pays, notamment, où sur des questions où les mecs doivent pas être, quoi. Donc c'était plutôt ça qui était un peu perturbant dans ce jeu de piste sur le terrain. Il y avait après la réalité, c'est que c'était des femmes qui étaient engagées. Moi, j'ai pas fait un reportage sur Madame Tout le Monde. Je suis pas allé voir Madame Michu dans la rue. C'est des femmes qui avaient un engagement. Et si vous allez voir en France quelqu'un qui a un engagement, mais prenez un bénévole d'une association sportive et qui va entraîner les gamins tous les mercredis après-midi ou je sais pas quoi, et que vous allez lui tendre un micro pour lui dire parle-nous de ce que tu fais, il va en parler. Les gens parlent facilement de leur engagement. Et moi, c'est des femmes comme ça que j'ai rencontrées. Donc, elles étaient plutôt étonnées de voir un mec qui arrivait de l'autre côté du monde pour s'intéresser à elles, les questionner, leur poser des questions. Et elles avaient plutôt soif de dire beaucoup de choses. Cet étonnement passé, au début, elles ne comprenaient pas trop ce que je foutais là pour elles. Et puis après, elles avaient envie de partager beaucoup. Et ça, c'était absolument magique. Après, l'autre côté, c'est où elles m'ont emmené du coup. Parce que ces femmes engagées, il y a des fois, c'était pas simple. Je vous ai parlé des nonnes tibétaines, il y avait des couvents qui étaient interdits aux. C'est des trucs rigolos que je vais partager là avec vous, mais qui avaient des couvents qui étaient interdits aux mecs, en fait, clairement. Je me suis fait virer notamment un soir par une supérieure d'un couvent. C'était assez drôle, j'avais l'impression de retourner au collège, quoi, parce que j'étais dans la chambre d'une nonne où on était en train d'échanger sur des questions politiques. Et la nonne, la supérieure est rentrée en me foutant dehors, mais à pertes et fracas, donc c'était assez drôle. Une fois, j'ai fini sous un lit planqué. J'avais l'impression d'être l'amant de service avec le mari qui rentre. C'était assez drôle comme ça. Alors, pas du tout. Il y avait en Afghanistan, on ne peut pas voir une femme visage découvert dans la rue. Et alors, la photographie, encore moins. En tout cas, c'est extrêmement compliqué. Mais on ne peut pas le faire qu'on soit afghan ou étranger, qu'on soit un homme ou une femme. Maintenant, encore une fois, comme j'étais avec des femmes engagées, il suffisait, je leur dise, écoute, Choukria, j'aimerais bien faire un portrait de toi. Pas de problème, elle poussait la porte, elle soulevait le tchador, et puis c'était parti, ça va, tu veux que je pose comme ça? Enfin voilà, c'était. Voilà. Par contre, c'était pas dans la rue. Qu'est-ce que je peux partager avec vous? Oui, une des plus grandes gênes de ma vie, en fait, quasiment, et c'est moi qui l'ai ressenti. Je vous ai parlé des Péruviennes tout à l'heure. C'était j'ai passé pas mal de temps avec elles, donc on travaillait sur les questions de stérilisation. Et à un moment donné, c'est elles qui m'ont dit Pierre-Yves, il manque un truc dans ton reportage, c'est le gynéco. Donc, il va falloir que tu viennes avec nous chez le gynéco parce que c'est important pour nous. En fait, elles se cotisaient pour qu'il y en ait une de temps en temps qui puisse aller chez le gynéco pour avoir des soins. Donc, je me suis retrouvé dans un cabinet de gynéco à devoir prendre des photos à leur demande, mais ça avait plein de sens, elles avaient raison. Et le plus emmerdé de la bande, c'était moi, quoi. Voilà. Donc voilà, ça a amené plein de choses comme ça. Mais très vite, encore une fois, j'ai appris au fil du temps et j'ai vraiment vu et ressenti, en tout cas, que mes questions étaient au départ pas terribles, vraiment basiques, et puis petit à petit perspicaces. Et l'autre chose, c'est pourquoi elles étaient perspicaces. Et c'est parce que les problématiques sont toujours les mêmes. Les modes d'action, il y a énormément de connexions. C'est voilà, qu'on soit au fin fond du Soudan pendant la guerre au Darfour, qu'on soit au Cambodge par rapport aux mines antipersonnelles, je vous en parle parce que ça sera bientôt dans le magazine, qu'on soit en France sur les questions aussi d'égalité, on retrouve quelque chose de similaire. Il y a beaucoup de liens, énormément de liens entre l'ici et l'ailleurs, dans tous les sens. Et Justine l'a encore dit samedi. Donc du coup, mes questions étaient de plus en plus
c'était un peu souvent les mêmes questions et avec des réponses qui avaient beaucoup de points communs entre elles, quoi, vraiment. Et c'est des réponses qu'on continue à apporter avec le club Famille C'est Ailleurs, en tout cas à partager. Il y a plein mince. Il y a plein. Je cherche des questions, mais j'ai pas l'impression. À part, il y a des réflexions sur le fait que voilà, que c'est chouette que tu saches tes privilèges. Il y a Roselyne qui dit que je pense que le fait que tu aies carte blanche avec le musée d'histoire est dû à ta qualité d'homme. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Évidemment, je pense que Pierre-Yves avait prouvé par son travail au Tibet déjà de quoi il était capable. Comme j'étais déjà à l'origine, enfin, puisqu'on se connaît au tout démarrage de tout ça, il y a vraiment surtout, voilà, je suis capable de ça. Maintenant, je veux travailler là-dessus. Est-ce que vous venez avec? Une nana aurait fait pareil. Je pense qu'il y aurait eu la même chose. Et après, c'est vrai que je ne vous cache pas que mec ou pas mec, parfois quand on voyait Pierre-Yves partir dans certains pays, on disait bon, ben tu fais gaffe quand même, hein. Donc voilà, je pense qu'il y a de ça aussi. Il est 15h33 déjà. Il y en a qui commencent à nous quitter avec regret, donc on va pas, on peut reprogrammer évidemment, Pierre-Yves, une rencontre avec toi, avec d'autres pays qui pourraient nous faire rêver. Tu as commencé en parlant d'Israël-Palestine aussi. Je pense que ça peut intéresser beaucoup. C'est des sujets dont on parle souvent dans le magazine aussi. Merci Pierre-Yves de nous faire partager tout ça depuis 20 ans. Enfin, moi maintenant, ça fait 22 ans. Moi, j'ai eu la chance aussi d'aller à Katmandou dans une école pour nonnes dans les années 2000, je ne sais plus. Voilà, c'est incroyable à quel point toutes ces femmes, ces modèles en fait, nous ont changé. Et c'est vraiment ça qu'on partage aujourd'hui avec tout le monde dans le club Famille C'est Ailleurs. Domi, tu dis oui, en effet, ça nous change aussi. C'est ça le truc, en fait, c'est ça le grand voyage qu'on est en train de faire tous ensemble. C'est pour ça qu'on dit embarquer dans l'aventure. C'est un voyage en fait qui change de l'intérieur, c'est un voyage qui fait du bien. Moi, je vous propose vraiment de continuer à le partager au plus grand nombre pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent découvrir ça, entendre ça et s'enrichir de ça. Pierre-Yves, est-ce que tu as vu des questions auxquelles tu veux répondre sans… J'ai pas vu, j'avoue que j'ai pas vu les questions. Alors, est-ce qu'il y a une question qui manque et que vous voudriez réécrire? Parce que sinon, bah, évidemment, je vais te faire passer les commentaires. Merci beaucoup, que d'humanité. Ouais, Famille C'est Ailleurs, en effet, il y a une grosse volonté en fait d'humanisme. C'est ce qu'on partage et c'est vrai qu'on est très heureux et heureuse de le partager avec vous toutes et tous, de plus en plus nombreux et nombreuses chaque jour. Donc, on continue, comptez sur nous. On a fait la programmation toute la semaine et voire toute la semaine prochaine. On va pouvoir l'annoncer en amont. L'idée aussi de tout ça, c'est que vous puissiez dire à des gens, tiens, si tu viens dans le club, tu vas pouvoir écouter Pierre-Yves Ginève, Justine Massica, Corinne Hitch, la coach de Thomas Pesquet. N'hésitez pas, partagez. En tout cas, nous, on continuera à partager jusqu'à tout le temps. Très sensible et intéressée par les sujets et histoires évoqués. Et encore, Christelle, là, nous n'avons eu qu'un avant-goût, qu'un aperçu. Et après, tous les gens passionnés comme Muriel, Corinne, Pierre-Yves, Nicolas Barre, le problème, c'est quand tu leur donnes le micro, on ne sait jamais quand ça va se finir. Donc là, il est quand même 15h36. On va s'arrêter là ou alors moi, je vous laisse et on continue jusqu'au bout de la nuit. On recommencera plus tard, mais On voilà. recommencera plus tard. Juste, il y a Sofiane qui proposait, en fait, il y en a d'autres qui étaient d'accord, que lorsque Pierre-Yves a fini, on met toutes nos mains sur nos cœurs et qu'on inspire tous ensemble pour relâcher tout ce vécu et envoyer de la bonne énergie à toutes et tous. Car c'est intense tout ça, donc soyez convaincus que tout ça, c'est une vraie richesse et que partager, c'est un vrai cadeau parce que c'est exactement comme ça que ça fonctionne le mieux. Donc, partagez le cadeau. Merci Pierre-Yves de nous avoir partagé une partie de ton gâteau. Un tout petit mot, je vois pas tous les commentaires et je suis désolé, mais je vois les merci, etc. Mais c'est juste, tout ça, c'est des choses qu'on a appris d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me suis toujours, enfin, on est juste, quand on est journaliste, on est un porte-voix, en fait, c'est tout. Moi, j'ai rien fait. C'est elles qui ont fait. Et on est juste là pour transmettre, en fait. On est juste une courroie de transmission. C'est pas autre chose. On n'est pas le moteur. On est la courroie. C'est tout, quoi. Donc, et tout ce qu'on essaye de partager avec vous et au cours de ces événements, le magazine, tout ça,
C'est juste la continuité de ça, c'est de voir ce que ça nous a apporté, à quel point ça nous enrichit, ça nous renforce, ça nous rend costaud, et qu'on est solide sur certaines bases et de vouloir le partager. Mais la source, elle n'est pas là. La source, elle est chez vous, en fait. Elle est dans tout ce que vous faites, dans tout ce qu'elles font, dans Justine, dans Choukria, etc. Et c'est, voilà, nous, on n'a fait que ça, quoi. Donc, les merci, ils sont vraiment pour elles, surtout. Donc, merci de me l'avoir dit, mais c'est vraiment pour elles. Voilà. Merci beaucoup. À toutes. Rendez-vous pour certaines à 17h pour un partage d'expérience de développeurs et développeuses. Et puis, ce soir, il y a un quiz. Demain, je ne sais plus. Vous n'avez qu'à regarder le programme. Tout vous sera envoyé ce soir. Mais là, on a bien avancé dans le programme. Donc voilà, jusqu'au dernier mot. Un replay pour pouvoir réécouter ce beau témoignage. Je pense que cette semaine, on va mettre ça en replay, Pierre-Yves, dans le mailing. Bon, enfin, de toute façon, c'est comme ça. Donc, on va vous mettre ça en replay pour que vous puissiez partager aux gens en disant, voilà, c'est ça aussi mon club. Donc, venez, venez, venez. Et merci beaucoup, Pierre-Yves. Merci à vous toutes. À plus, bise. Merci, à plus. Merci, merci.